Une fillette de 10 ans porta son petit frère fiévreux jusqu'à l'entrée d'une clinique faiblement éclairée, et se retrouva sur le chemin d'un millionnaire de passage, ce qu'il fit ensuite choqua tout le monde. Au-dessus d'eux, un craquement sec et discordant résonna dans le couloir du 2e étage. Aucune voix ne répondit, seule la résonance sourde d'un mur qui s'ouvre. Une poupée sans tête roula lentement sur le carrelage fissuré, des taches d'acide gastrique rongeant le coin d'une facture déchirée. Devant la porte, un panneau en plastique tordu avertissait « Ne pas déranger ». Derrière cette porte, Anna Whittaker était assise par terre, arrachant des lambeaux de tissu de l'ourlet d'un manteau miteux. Ses mains étaient crevassées et gercées, mais son regard restait d'un calme troublant. Âgée de 10 ans, orpheline, sans adulte dans la pièce et sans électricité non plus, elle travaillait à la faible lueur d'une lampe de chevet. Dans un coin, Jonah, son frère de 2 ans, était recroquevillé dans un carton garni de vieux pulls. Il respirait avec difficulté, serrant toujours contre lui un ours en peluche borgne, le seul souvenir qu'ils avaient réussi à sauver de leur vie passée. Anna resserra une couverture usée jusqu'à la corde, la transformant en écharpe sur son dos. Chaque mouvement était intentionnel, comme si elle l'avait déjà fait des centaines de fois, bien qu'elle n'ait jamais quitté l'immeuble seule la nuit. Du couloir parvint une voix de femme sèche, « Cette gamine est toujours là. » Anna reconnut le ton, Mademoiselle Tracy Shaw, leur propriétaire. Elle vivait seule, verrouillait sa porte à 6 heures chaque soir et ne lâchait jamais son gaz lacrymogène. Elle détestait les enfants, détestait le silence et détestait les retardataires. Il y a 3 semaines, à la mort de leur mère, Anna avait gardé sa douleur secrète. Elle avait discrètement tiré les rideaux, étouffé les pleurs de Jonah et répondu au téléphone avec la voix de sa mère chaque fois que le propriétaire appelait. Mais on ne pouvait pas falsifier un loyer. La dernière enveloppe glissée sous la porte portait un avertissement froid, pas de papier, pas de tuteur, pas d'argent, pas de droit de séjour. Un léger coup frappé au juste puis l'écho de talons bon marché s'éloignant dans le couloir. Anna ne dit rien. Au lieu de cela, elle se pencha vers Jonah et pressa son front contre le sien. Il gémit. Anna ouvrit son sac à dos cabossé pour révéler une boîte de soupe ouverte, quelques miettes de pain rassis, un livre pour enfants dont la reliure se déchirait et une bouteille d'eau à moitié vide. La seule trace de famille était une photo décolorée sur le rebord de la fenêtre, juste leur mère et eux deux. Leur père était parti depuis longtemps, maintenant, leur mère aussi. Avec une résolution silencieuse, Anna souleva Jonah sur son dos. Chaque pas la faisait tressaillir, non pas de douleur, mais du poids qui pesait sur son âme. Pouvait-elle encore faire confiance à quelqu'un? Dehors, le vent soufflait violemment sur un panneau incliné, à louer, promettant des chambres propres et des tarifs avantageux. Un jeune homme passait nonchalamment avec une tasse de café, mais il ne la regarda pas. Jonah toussa dans son écharpe. Anna s'agenouilla sur le porche, lui tapotant doucement le dos, jusqu'à ce que les phares éclairent la rue. Elle leva une main suppliante, mais vit la voiture passer à toute vitesse. Elle ne pleura pas. Elle n'espérait rien. Elle se contenta de rester debout et de poursuivre son chemin. À un coin de rue proche, sous un feu clignotant, un homme en manteau noir sortit d'un magasin d'alcool. Il consulta son téléphone. « Demain, c'est la cérémonie commémorative d'Emily. Serez-vous là ?» Il s'appelait William Grayson, 55 ans, veuf, sa fille étant morte d'une maladie non soignée. Il ne répondit pas. Il inclina la tête vers le ciel noir d'orage, puis grimpa dans son SUV. Pendant ce temps, Anna passa devant un arrêt de bus désert. Le banc était froid, elle y déposa Jonah et s'appuya contre le dossier, tandis que la faible lueur d'une pizzeria lui teintait le visage d'un rouge pâle. Personne ne lui a demandé où elle allait. Personne ne s'est demandé pourquoi une enfant portait son petit frère dans l'air glacial de l'hiver. On est presque arrivé à un endroit où il y a des médecins, murmura-t-elle à Jonah en resserrant l'écharpe autour de son cou. Juste une personne, Jonah, une personne prête à s'arrêter. Elle se leva et continua son chemin, le regard fixé sur le trottoir mouillé par la pluie tandis que les feux de circulation clignotaient au vert. Loin devant, la fenêtre du 2e étage de la clinique Waverly reflétait le rouge clignotant d'un panneau électronique, « Urgence ou ouvert tard ». Le cœur battant à tout rompre, Anna accéléra le pas. Le courant d'air lui fouettait le visage, mais elle refusait de ralentir. À l'intérieur, le sol impeccable et les fauteuils en cuir brillaient sous les néons. Une femme en blouse blanche discutait avec une réceptionniste blonde, toutes deux se figèrent lorsque leurs regards croisèrent l'ombre d'Anna à la porte vitrée. Anna tapota légèrement, puis frappa plus fort, les mains tremblantes de froid et de peur. Finalement, la réceptionniste,
Linda Paxton, s'approcha et murmura des mots qu'Anna ne put entendre avant d'entr'ouvrir la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé ?» demanda-t-elle, l'inquiétude adoucissant sa voix. « Pouvez-vous me montrer des papiers pour votre frère, afin que le médecin puisse vous aider? Avez-vous une assurance ?» Anna secoua la tête, la voix rauque. « Je n'ai rien, juste lui. Il ne peut pas respirer. » Linda hésita, jetant un coup d'œil aux lèvres pâles et à la poitrine creuse de Jonah. « Où sont tes parents ?» murmura-t-elle. « Ma mère est morte. Personne ne sait. Je ne savais pas à qui le dire. » Sa voix se brisa en un murmure. Avant que Linda puisse répondre, un ordre sec retentit dans le couloir. « Maintenant !» C'était le docteur Evelyn Morris, médecin-chef, le regard glacial. Le visage de Linda pâlit, mais elle obéit. La porte se referma. Anna tomba à genoux, berçant Jonah. « S'il vous plaît » supplia-t-elle. Il ne respire plus. À l'intérieur, Linda appuya une main sur le comptoir de la réception, les jointures blanches de tension. Elle fixa la porte, la silhouette tremblante d'Anna éclairée par l'impitoyable lumière blanche. « Il faut faire quelque chose, Madame Morris » supplia-t-elle doucement. Mais le docteur Morris, presse-papier à la main, gardait les yeux fixés sur un dossier qu'elle venait de signer. « Pas de papier, pas d'assurance, pas d'admission » entonna-t-elle d'une voix lasse, comme si elle avait déjà prononcé ces mots 1000 fois. Dehors, Anna serrait Jonah plus fort, le cœur s'accrochant à l'espoir, là où il y a de la lumière, il y a quelqu'un qui se soucie de nous. Mais ferme, et si on sauve la mauvaise personne s'il y a des complications, s'il porte plainte on perd notre licence. Êtes-vous prêt à ça? Linda ne répondit pas immédiatement. Evelyn s'approcha lentement et continua, pensez-vous que gérer une clinique ne demande que de la gentillesse? Une infirmière a essayé l'année dernière. Elle a été suspendue. Personne ne l'a défendue. Le système ne laisse pas de place aux erreurs émotionnelles. De l'autre côté de la vitre, Anna haletait, les yeux mi-clos. Le corps de Jonah gisait inerte, la tête penchée sur le côté, et son ours en peluche borgne était tombé dans la neige. À cet instant précis, un SUV noir s'est arrêté lentement à quelques pas du trottoir. William Grayson, 55 ans, autrefois l'un des plus gros investisseurs du centre-ville de Waverly, un veuf qui avait vécu dans une villa du Connecticut, était aussi un homme qui avait passé une nuit blanche devant les urgences à regarder sa fille mourir d'une pneumonie, simplement parce qu'il n'y avait pas de médecin dans un rayon de 70 km. Il a coupé le moteur. Son regard s'est immédiatement fixé sur la scène, une fillette de 10 ans serrant son frère presque inconscient, agenouillée devant une clinique comme pour implorer quelque chose de bien trop insignifiant pour être refusé. Il vit dans cet enfant figé l'image de sa propre fille, ce petit garçon immobile, enveloppé dans des morceaux de tissu déchirés, porté par un amour bien trop vaste pour quelqu'un de son âge. William ne descendit pas tout de suite au début, il avait juste l'intention de s'arrêter quelques minutes, d'observer, puis de reprendre sa route. Mais la fille releva la tête, les lèvres sèches et gercées. Son regard rencontra le sien, comme si elle voyait en lui la dernière lueur d'humanité qui lui restait. Elle ne supplia pas, ne pleura pas, elle dit simplement, « Si tu as une fille, s'il te plaît, ne laisse pas mon frère souffrir ainsi. » Les mots n'étaient pas forts, mais le vent les porta droit au cœur de William. Sa poitrine se serra. La dernière chose qu'il avait vue avant la mort d'Emily était aussi un regard tout aussi fragile, tout aussi impassible, tout aussi discret, appelant un père impuissant. William inspira profondément et se dirigea vers la porte vitrée. Linda le vit et se figea. « Monsieur Grayson » commença-t-elle, mais il ne répondit pas. Il regarda droit à l'intérieur, puis frappa 3 fois, toc, toc, toc. Sa voix était basse mais claire, « J'en assume la responsabilité. Sauvez l'enfant. » Evelyn apparut derrière la vitre. « William, tu ne peux pas. » « Pas juste, » l'interrompit-il, « c'est la bonne chose à faire. » Linda n'hésita plus, elle appuya sur le bouton et la porte s'ouvrit. Le vent s'engouffra, apportant l'odeur de la neige, le souffle saccadé de Jonah, et une chose que tout le monde comprenait, c'était le moment d'être humain, pas seulement un employé ou un médecin. William se pencha, ramassa l'ours en peluche et le tendit à Anna. « Tu l'as gardé en sécurité » dit-il. Anna serra l'ours contre sa poitrine, les yeux fixés sur Jonah tandis que Linda le portait à l'intérieur. La fillette se précipita pour le suivre. William marchait derrière eux, son regard ne quittant jamais ses petites épaules fragiles. Il ne voyait plus Anna, il voyait Emily et lui-même 10 ans plus tôt,
debout devant une porte qui ne s'ouvrait jamais. À l'intérieur, une rafale de vent fouettait l'écran électronique, faisant clignoter à plusieurs reprises les mots « Urgences ouvertes tard le soir » avant de se stabiliser. Le ciel était encore sombre, l'odeur métallique et froide de la nuit persistant sur le parking. William resta immobile, comme si le temps s'écoulait au ralenti. Ses yeux ne quittaient pas la petite fille serrant l'ours en peluche, car dans ce regard, il voyait un passé impardonnable. Dans son esprit, une autre porte s'ouvrit brusquement, non pas la porte vitrée de la clinique, mais celle du souvenir. Cette année-là, Emily avait 7 ans. Il assistait à une réunion d'actionnaires à Chicago lorsqu'il reçut l'appel, leur fille avait une forte fièvre et ne pouvait plus respirer. 1 heure plus tard, ils l'emmenèrent à la clinique la plus proche, mais l'hôpital refusa de l'admettre car les documents d'orientation n'étaient pas remplis. Sa femme pleura et se disputa, ils attendirent encore 40 minutes, puis rebroussèrent chemin pour emmener leur enfant en ville. Emily ne parvint pas à prendre l'autoroute. William n'était pas là, il arriva juste à temps pour voir le fin tissu qui lui couvrait le visage, sa petite main serrant toujours un ours en peluche bleu pâle. De retour dans le présent, William entra dans le hall. Il vit Evelyn Morris s'approcher, le visage inchangé, mais Linda, la réceptionniste qui avait ouvert la porte plus tôt, tremblait, ses larmes au bord des larmes. Evelyn secoua lentement la tête. William, c'est un établissement privé. Si ce cas présente des complications, vous ne pouvez pas laisser un enfant inconscient et souffrant sur le pas de la porte. Allez-y, William se dirigea droit vers la réception. Bang! Sa main s'abattit sur le comptoir, l'écho résonna dans le hall. Evelyn se figea. Que faisons-nous ici? Demanda William, mettant en balance une vie humaine et le règlement. Aucune autre explication n'était nécessaire. William retira son manteau, se pencha et le drapa sur Jonah, dont la peau commençait déjà à bleuir. Sans hésitation, il souleva le garçon dans ses bras, comme s'il portait sa propre fille, toutes ces années auparavant. Evelyn s'avança, bloquant le couloir. On ne peut pas faire entrer un patient comme ça, le protocole d'urgence exige des papiers. Que voulez-vous que je signe? Une décharge? Une autorisation légale? Je signerai tout. Mais si on attend 1 minute de plus, ce garçon n'aura plus besoin de médecin. Evelyn pinça les lèvres. Une lueur d'hésitation passa dans ses yeux, puis disparut. Si ça se sait, la clinique pourrait perdre son agrément. Nous ne sommes pas autorisés à soigner un enfant sans papier. William la regarda droit dans les yeux. Et si demain ce garçon disparaît parce que nous avons hésité, avez-vous le droit de l'expliquer à votre conscience? Personne ne dit un mot. Linda se précipita et poussa la porte du couloir. Suivez-moi à l'intérieur. Les lampes chirurgicales s'allumèrent une à une, froides et impitoyables. Anna arriva la dernière, les yeux fixés sur les pas de l'homme qui venait de risquer son honneur et ses souvenirs pour sauver son frère. La porte des urgences se referma derrière eux. Dehors, l'air était encore froid, mais à l'intérieur, peut-être une vie différente venait-elle de s'installer, non par la force des choses, mais par l'action. Sur le sol, le premier ours en peluche resta allongé 1 seconde avant que le bras d'Anna ne se précipite pour le ramasser. Elle le serra fort comme s'il faisait partie de son frère, puis se précipita après William et Linda dans le couloir. Au bout du couloir, la lumière des urgences se brouilla dans la vision d'Anna, mais la voix d'une infirmière criant « Préparez la bouteille d'oxygène » lui indiqua que le pire n'était peut-être pas encore passé. Pour la première fois, elle murmura sans un son « Ne le prends pas comme tu as pris maman ». Derrière elle, William marqua une pause. Bien qu'il ne se soit pas retourné, il l'entendit, ou le sentit, et ce fut à ce moment-là qu'il serra Jonah plus fort, comme s'il serrait quelque chose que ni lui ni Anna ne pouvaient supporter de laisser échapper. Et si devant vous se trouve une porte vitrée légèrement entr'ouverte, frapperiez-vous? Répondez oui si vous avez trouvé votre courage, non si vous n'êtes toujours pas sûr. Au dernier étage d'un petit hôpital de banlieue, de faibles lumières jaunes étaient allumées dans le couloir pour économiser l'électricité, projetant des ombres sur les panneaux de verre qui scintillaient comme de l'eau ondulante. Aux urgences, le son familier d'un moniteur cardiaque résonnait, vacillant avec fragilité. Jonah était allongé sur le côté, une sonde à oxygène fixée au nez, la peau pâle, le front trempé de sueur, ses petites mains serrées comme pour s'accrocher à la dernière lueur de chaleur. Dana Lowell, une jeune infirmière résidente transférée de la ville il y a quelques mois seulement, était chargée de surveiller ce cas d'urgence particulier ce soir. Elle avait travaillé au service pédiatrique d'un grand hôpital, mais avait quitté son poste après un congé prolongé pour raisons personnelles.
Dana n'en parlait jamais. Tout le monde savait que depuis son arrivée ici, elle était toujours prête à prendre les gardes de nuit, qu'elle choisissait toujours les cas les plus difficiles et qu'elle passait toujours plus de temps avec les pauvres enfants malades. Il ressemble à mon fils quand il était petit, pensa-t-elle, il respirait comme ça. Heureusement, nous avions une assurance, mais personne ne bougeait. Jonah restait inconscient, la respiration courte et rapide. Au coin du couloir de l'hôpital, Anna était recroquevillée sur une chaise en plastique. Elle s'était assoupie, la tête appuyée sur l'accoudoir, serrant toujours contre elle un ours en peluche borgne. Des néons scintillaient sur ses joues maculées de suie, illuminant les traces d'un long et désespéré voyage. Grace Holloway, une infirmière d'un certain âge aux cheveux argentés clairsemés, s'approcha discrètement. Sans un mot, elle déposa un gobelet de lait et un sandwich sur la table métallique à côté d'Anna. Elle soupira doucement, lança un regard compatissant à la jeune fille, puis s'éclipsa. La porte s'ouvrit et le shérif Dal Murphy entra. Son chapeau de cow-boy se balançait d'une main, et ses bottes résonnaient doucement sur le sol en vinyle. Dans l'autre, il tenait un dossier, le rapport d'admission des services de protection de l'enfance, des documents d'assistance sociale non traités bruissant à l'intérieur. Il s'arrêta devant la fenêtre en verre dépoli, regardant à l'intérieur. Murphy avait reçu un appel de Janet Moore, la réceptionniste de la clinique de Waverly, qui avait constaté le chaos au bureau quelques heures plus tôt. L'intervention soudaine de William Grayson avait incité Janet à déposer un rapport interne, le système, froid et mécanique, l'avait transmis au service de protection de l'enfance, puis au bureau du shérif. À travers la vitre, Murphy vit l'enfant sous oxygène et la petite fille blottie dans son fauteuil, les yeux fixés sur le lit de Jonah. Soudain, Anna leva les yeux. Ses yeux sombres, cernés d'épuisement, croisèrent les siens. Silencieuse, elle n'éprouvait ni peur ni ressentiment, seulement une question, enfouie sous une lassitude trop profonde pour être ignorée. Êtes-vous un homme bien, ou simplement quelqu'un en uniforme? Les mots non prononcés flottaient dans l'air, et les pas de Murphy hésitaient. Cela faisait longtemps qu'une question ne l'avait pas rendu aussi incertain, aussi petit. Adossé au mur du couloir, William Grayson observait chaque mouvement d'expression entre Anna et le shérif. Quelque chose s'éveillait en lui, ni colère, ni pitié, mais une empathie silencieuse pour un autre homme pris entre devoir et sentiment. Murphy hocha légèrement la tête, posa le dossier sur la table près de la porte, puis redressa les épaules. Juste à ce moment, Dana apparut, refermant doucement la porte derrière elle. « Vous êtes le shérif Murphy » dit-elle d'une voix ferme. « On m'a signalé un orphelin errant. J'ai été envoyé pour vérifier sa garde provisoire. » Dana jeta un coup d'œil au dossier, puis à Jonah à travers la vitre. « Si tu as besoin de papier, attends. Le garçon est en cours de stabilisation, la fille n'est pas le problème ce soir. » Murphy ne dit rien de plus. Il regarda Anna une dernière fois où ses yeux fatigués et entendus puis se retourna et sortit lentement des urgences. William resta appuyé contre le mur, observant la silhouette de Murphy s'éloigner avant de retourner dans la pièce. La brise du climatiseur lui caressait les cheveux. Il hocha discrètement la tête tandis que Dana se glissait à l'intérieur pour surveiller le ventilateur. Un instant plus tard, William entra à son tour. Il s'agenouilla près d'Anna et lui toucha doucement l'épaule. « Tu devrais manger quelque chose. » Anna ouvrit les yeux, hébétée. Son regard s'adoucit, mais ne quitta pas Jonah. « Je n'ai pas faim. »« Alors mange pour ton frère, » insista William. « Comme ça, s'il se réveille, tu auras la force de le tenir. » Hésitante, Anna accepta le lait et le sandwich, mais ne mangea pas. Elle les serrait fort, comme si elle craignait que, si elle le lâchait, tout disparaisse. William s'assit à côté d'elle. Pas de promesses, pas de platitudes, juste deux personnes, une vieille et une jeune, partageant le silence d'une nuit où aucune loi n'arrive à temps, et où aucun tribunal ne comprend pourquoi il faut parfois enfreindre les règles pour sauver un seul souffle. Dans la pièce, Jonah s'agita. Le moniteur émit un bip prolongé. Dana se précipita à l'intérieur, l'espoir luisant le regard. L'oxygène est bon. Le rythme cardiaque est stable. Il se stabilise. Personne ne parla, mais de là où elle était assise, Anna leva les yeux vers William pour la première fois. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire subtil, mais dans la faible lumière de l'hôpital, il brillait comme le soleil au-dessus d'une congère. À l'extérieur des urgences, l'orage était passé. Des traces de pas boueuses marquaient encore le sol enneigé. Dans la salle de réunion des enseignants de l'école primaire Riverbend, une pile de dossiers d'élèves était ouverte,
les papiers en désordre. Angela Reed, l'institutrice de CE2 qui avait enseigné à Anna l'année précédente, feuilletait un vieux cahier. Pendant près de 2 semaines, Angela avait envoyé des courriels et appelé tous les numéros de téléphone, sans réponse. Lorsqu'elle avait vu le nom d'Anna barré en rouge sur la feuille de présence, elle s'était alarmée. Elle avait rempli un rapport d'absence prolongée, encore une fois, personne n'avait répondu. Ce matin-là, une vague information locale concernant une jeune fille non identifiée, transportée d'urgence à l'hôpital, la bouleversa. Elle sécha les cours et retourna au bureau des professeurs, feuilletant ses notes jusqu'à ce qu'une ligne à l'encre bleue attire son attention. Anna s'est endormie pendant les maths. Son sac à dos sentait la nourriture périmée. Elle a sauté le déjeuner. Angela se souvenait comment Anna avait baissé la tête ce jour-là, glissant un sandwich à moitié mangé dans la poche de son manteau pour éviter le regard de ses camarades de classe. Le directeur Leonard Walsh rangeait des papiers lorsqu'Angela s'approcha, carnet à la main. Il ne leva pas les yeux. « Je croyais que c'était réglé le mois dernier, dit-il. Ne rouvrons pas la question inutilement. » Mais Anna a arrêté de venir il y a 2 semaines, après la disparition de sa mère, insista Angela. Personne n'a pris de nouvelles. C'est notre faute. L'école n'est pas une agence de services sociaux, répondit Walsh en fermant son dossier. Elle n'est pas la première à avoir un passé difficile. Angela se détourna, le cœur lourd, et se retira dans son bureau. De retour dans la chambre d'hôpital à la douce lumière, Anna était blottie sur un petit tabouret, les bras autour d'un carnet bleu pâle. Jonah dormait encore, la respiration régulière, les lèvres rouges. Anna tenait un petit crayon cassé, taillé avec une lame de rasoir, et commença à écrire. Si maman était en vie, elle aurait peur aussi, mais elle dirait que j'ai bien fait. Elle prendrait Jonah dans ses bras, l'endormirait comme la nuit dernière. Cette fois, je l'ai tenu pour elle. Elle marqua une pause, respirant l'odeur mêlée de désinfectant et de papier d'hôpital. Cela ne la refroidissait plus. À quelques rues de là, dans un petit café, Vincent il sirotait un café au lait tiède. Casque audio autour du cou et trépied pour smartphone à ses côtés, il consultait les statistiques d'engagement sur TikTok. Il avait filmé Anna frappant à la porte de la clinique pendant la tempête de neige, sa vidéo était devenue virale, des dizaines de milliers de vues, avec une légende sensationnelle, enfant sans papiers abandonnés, mais aucune offre d'aide. Non loin de là, Ava Dunn, une jeune journaliste spécialisée dans les affaires sociales, visionnait les images des caméras de sécurité de la veille. La jeune fille à genoux dans la neige, le vieil homme la protégeant du vent, elle savait désormais que l'histoire ne se résumait pas à des clics et des légendes. Elle composa le numéro, le cœur battant. « Bonjour, c'est Ava Dunn de Waverly Voice. J'aimerais parler brièvement avec Monsieur William Grayson de ce qui s'est passé hier soir. Nous pensons que cette histoire mérite d'être racontée. » Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil. Puis une voix d'homme répondit, basse, ferme et ferme. « Pas pour faire des relations publiques, dit-il, juste pour tenir une promesse faite à Emily. » Ava ouvrit la bouche pour répondre, mais la ligne resta muette. Elle resta figée, les doigts posés sur le clavier. Le nom d'Emily jamais enregistré nulle part lui avait échappé comme s'il portait le poids d'une vie perdue. Elle ne pouvait plus taper un mot. Elle a enregistré la vidéo, fermé l'ordinateur et ouvert son carnet. Une seule phrase est apparue sur la page, parfois, le silence est la chose la plus vraie qu'on puisse dire. Après l'appel d'Ava, William se glissa discrètement vers le long banc. Anna y était recroquevillée, les bras autour des genoux, le regard perdu dans le vague. Elle tremblait non pas de froid, mais d'une vie passée à observer et à attendre. Il s'agenouilla et lui toucha doucement le poignet gauche. Une légère ecchymose persistait. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix grave mais tremblante d'inquiétude. Anna hésita, puis remonta sa manche. Des marques sombres s'étalaient sur son bras, des empreintes d'ongles décolorés couraient le long de son flanc. « Pas récent » murmura-t-elle. « C'était il y a longtemps. » Sa voix se brisa, marquée par une résolution fragile. Elle s'appelait Brenda. Elle me gardait. Mais maman travaillait de nuit et n'était pas rentrée à temps. Brenda hurlait, me tirait fort par les bras, et puis un jour, elle n'est plus revenue. William ne dit rien. Ses yeux ne quittaient pas les siens, pourtant il semblait chercher quelqu'un d'autre ou une autre Emily, peut-être, issue d'une vie qu'il croyait autrefois contrôlée. Anna prit une inspiration tremblante. Après ça, je me suis occupée de Jonah moi-même. Maman a essayé, mais nous étions trop pauvres. Quand elle est morte,
personne n'est venu. Je l'ai lavé, nettoyé, partagé chaque miette de nourriture. Un soir, Jonah a demandé « Où est passée maman, Sissi ?» William détourna le visage, les épaules tremblantes. Il serrait sa canne si fort que ses jointures en devinrent blanches. Le souvenir de l'ambulance d'Emily lui traversa l'esprit, et il avait du mal à respirer. Mais cette fois, il ne détourna pas le regard. Le lendemain matin, Avedon a conservé la vidéo comme preuve. Elle ne l'a pas publiée en ligne, elle l'a apportée à l'hôpital. Là, la vidéo s'est propagée d'elle-même, partagée et débattue par une communauté en ligne qui ne pouvait plus prétendre à l'ignorance. Les commentaires affluaient, certains étaient des confessions larmoyantes, « Je n'ai pas pu retenir mes larmes en regardant ça, avons-nous vraiment laissé faire ?» D'autres explosaient de mépris, « C'est une mise en scène, cette fille joue la comédie, où sont ses parents ?» Dans un studio de télévision locale, la commentatrice Lisa Moreau se penchait en avant sur le plateau de l'émission matinale. « Qui est William Grayson ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Un millionnaire sans formation médicale, qui se rend aux urgences. Les émotions ne remplacent pas la loi. Les protocoles existent pour protéger, pas pour entraver. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, William était assis à côté du lit de Jonah. Le garçon était pâle mais vivant, respirant grâce à un cathéter. Anna dormait à côté de lui, serrant son carnet contre elle. William regardait par la fenêtre, la lumière matinale l'inondant, mais il refusait d'allumer la télévision. Il refusait d'entendre le jugement du monde ou peut-être était-il tout simplement indifférent. On frappa doucement à la porte. Avedon entra, un dossier imprimé à la main. « Je suis désolé d'être venu sans invitation, » dit-elle d'une voix rauque. Mais l'affaire dépasse les informations locales. William prit le dossier sans un mot. Son regard se reporta sur Anna, profondément endormie, la main sur l'épaule de son frère. « Je te l'ai dit, » dit-il doucement, « je ne veux pas de la presse. » Ava s'approcha. « Je sais. Je n'ai rien publié de sensationnel. Mais les gens parlent, certains te considèrent comme un héros, d'autres disent que tu as dépassé les bornes. » Il expira, le regard perdu dans le vide. « Je n'ai pas l'habitude d'être un symbole. Plus jeune, je ne savais que gagner de l'argent, et puis Emily. » Sa voix s'éteignit, le poids de son passé pesant sur eux. La voix d'Ava s'adoucit. « Montrez aux gens ce qui s'est réellement passé, non pas pour vous protéger, mais pour protéger les enfants comme Anna. » William sourit, même si ses yeux scintillaient de doute et de souvenir. Le fantôme du jour où il avait vu Emily s'enfuir le hantait encore. Alors qu'Ava partait, son téléphone vibra. Un numéro étrange. Il hésita, puis répondit. « Monsieur Grayson ? Voici Rachel Bloom, avocate spécialisée dans les droits de l'homme. J'ai vu la vidéo. Il y a ici des preuves qui pourraient être explosives au tribunal. Si vous comptez aider ces enfants, vous ne pouvez pas le faire seul. » Il jeta un coup d'œil à Anna endormie, puis dit d'une voix rauque, « Accorde-moi une nuit. Je te rappellerai après lui avoir demandé. » Il raccrocha. Quelques instants plus tard, Angela Reed, l'enseignante, poussa la porte. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix tremblante. Je n'étais pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Ses cheveux bouclés étaient en bataille, son manteau délavé, mais son regard exprimait une vive inquiétude. « Anna ?» La fille cligna des yeux, la reconnaissant. « Mademoiselle Reed. » Angela se pencha et prit la main d'Anna. « Je suis désolée de ne pas avoir fait plus tôt. J'ai prévenu le directeur quand je t'ai vu apporter des restes de viennoiserie et t'endormir à ton bureau. Mais personne n'a donné suite. » William observait, silencieux. Les fragments de l'histoire cachée d'Anna commençaient enfin à se rassembler des couloirs de l'école aux services hospitaliers, en passant par les réseaux sociaux. Angela regarda William. « Si tu es resté quand les autres sont partis, merci. » Il serra sa canne, la voix rauque. « Tout le monde n'a pas droit à une seconde chance. J'ai eu de la chance d'en avoir une. » Plus tard dans la journée, Anna griffonna dans son carnet, « Les gens ne sont peut-être plus les mêmes, mais peut-être peuvent-ils encore choisir de faire la même chose. Parfois, une seule fois suffit. » Elle a disparu de son adresse enregistrée, laissant les deux enfants seuls dans une chambre louée froide. Pas de mots. Personne n'a donné suite. Et donc, dans le noir, un enfant en a élevé un autre simplement parce que le système n'a rien vu d'alarmant. Angela Reed, l'ancienne enseignante d'Anna, a ajouté,
j'ai un jour signalé au directeur qu'Anna apportait souvent du pain sec à l'école et s'assoupissait en classe, mais ils ont dit que j'exagérais. Je ne pense pas que cela ait intéressé qui que ce soit. Elle a tendu son carnet à William. William a vu les pièces du puzzle s'assembler, la vidéo, le reçu de la boulangerie, les registres paroissiaux, les rapports falsifiés des services sociaux, les notes de classe. La vérité n'a pas besoin d'être criante, dit-il à Ava. Il suffit qu'elle soit placée dans le bon ordre. Elle hocha la tête, sachant que cette fois, il y avait suffisamment de personnes qui ne détourneraient pas le regard. Dans son bureau, Rachel Bloom avait maintenant suffisamment de preuves pour lancer une procédure judiciaire complète alléguant négligence, faute médicale et défaillance systémique du système de protection sociale de l'État. Le tableau n'était plus seulement la douleur d'une petite fille, c'était la conséquence de l'indifférence d'une société. Et William, l'homme qui était autrefois resté silencieux, était celui qui commença à assembler les premiers morceaux brisés. Cet après-midi-là, après la fin de l'appel d'Ava, William resta assis près du lit d'hôpital où Jonas s'était endormi. De l'autre côté de la pièce, Anna écrivait doucement quelque chose dans un petit carnet, son écriture fine et tremblante, mais stable comme un souffle. Il l'observa un instant, puis parla doucement, non pas avec le ton d'un adulte donnant des ordres, mais comme quelqu'un qui a un jour failli à protéger la chose la plus importante de sa vie. « Crois-tu en la justice, Anna ?» Elle marqua une pause, leva les yeux. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. » William hocha légèrement la tête, sa voix devenant rauque. « J'ai eu une fille, mais je n'ai pas réagi assez tôt pour la protéger. Cette fois, si tu es d'accord, je veux faire ce qui est juste pour toi ou pas pour moi, pas pour la presse, mais pour qu'aucun autre enfant n'ait à traverser la neige comme toi. » Anna ne répondit pas tout de suite, mais son regard croisa le sien ni avec doute, ni avec peur, juste un accord tacite bien plus mûr que ses 10 ans. Le jour de l'ouverture du procès, l'air autour de l'hôtel de ville semblait murmurer quelque chose. Rachel Bloom lui dit quelque chose à voix basse, mais William se contenta d'un léger hochement de tête, les yeux fixés sur la porte du tribunal où Anna allait bientôt comparaître. Le marteau frappa, résonnant contre les murs lambrissés comme un battement de cœur. Le juge Michael Carvey, un homme aux cheveux argentés connu pour son principe selon lequel la loi est la loi, était assis bien droit derrière le banc. Ce matin-là, son regard s'attarda un peu plus longtemps sur un endroit où William Grayson était assis à côté de 2 enfants, les mains jointes comme un père s'accrochant à quelque chose de bien plus grand que lui. Le premier témoin fut Linda Paxton, la réceptionniste de la clinique. Elle portait un chemisier beige, les mains jointes si fort qu'elles en pâlirent. Elle marcha lentement vers le centre de la pièce, entraînant presque avec elle le silence de toute la rangée du fond. Je vis la petite fille frapper au d'abord doucement, puis plus fort, puis avec le front. Rachel Bloom s'avança d'une voix douce mais ferme. « Avez-vous ouvert la porte, mademoiselle Paxton ?» Linda hocha la tête avec hésitation. « Je l'ai fait, mais lorsque je lui ai demandé son nom et ses papiers d'assurance, elle n'en avait pas. Je ne savais pas quoi faire. » Rachel l'interrompit doucement. « Alors, tu es retourné demander au docteur Morris. » Linda déglutit difficilement. Elle a juste dit, pas de papier, pas d'admission. Je suis restée silencieuse, et je l'ai regretté chaque soir. Immédiatement après son témoignage, une vidéo du téléphone de l'infirmière d'Anna Lowell a été diffusée. Tous les regards se sont tournés vers l'écran. Evelyn Morris, en blouse blanche, prononçait clairement les mots, pas de papier, pas d'admission. Je ne veux pas être poursuivi en justice. Un léger frémissement parcourut la salle d'audience. Linda baissa la tête et fondit en larmes. Dana Lowell fut appelée ensuite. Elle garda le regard fixe en se dirigeant vers la barre. Je savais que Jonah n'avait pas le temps. J'allais enfreindre le protocole, mais M. Grayson prit la parole le premier. Le procureur intervint, « Mademoiselle Lowell, avez-vous été menacée ou soudoyée ?» Dana regarda droit devant elle. « Non. J'ai fait ce que je croyais être juste, et si je me faisais virer, je recommencerais. » Le père Thomas fut appelé. Il parla lentement, chaque mot profond et clair. Les 2 enfants passèrent la nuit à l'église. Anna murmura à l'autel, « Je serai la mère. » Je ne crois pas avoir jamais entendu prière plus déchirante. Angela Reed, leur ancienne enseignante, s'est levée, un cahier froissé à la main. Un jour, Anna a caché une miche de pain dans son sac à dos. Un jour, elle s'est même endormie pendant le cours. J'ai envoyé des emails d'avertissement, mais le directeur Walsh m'a dit que ce n'était pas mon problème.
Rachel a demandé au tribunal d'autoriser un témoin spécial supplémentaire. Maggie Chen s'est avancée, tenant un vieux sac en papier. Un jour, elle est entrée dans ma boutique, n'a rien demandé, elle a juste regardé. Je lui ai donné une miche de pain. Elle a baissé la tête, puis a pris son petit frère et est partie, sans une seule requête, sans une seule plainte. Le tournant est survenu lorsque Brenda Chastain, une ancienne nounou, a été appelée. Elle semblait mal à l'aise, les mains nerveusement entrelacées, évitant le regard de tous. Oui, je m'occupais d'Anna, mais sa mère ne pouvait pas payer. Je suis parti après qu'elle m'a désobéi une fois. Je l'ai frappée. Rachel n'a rien dit de plus. Un long silence a rempli la pièce. Finalement, Anna fut appelée à la barre. Elle se tenait à côté de William, les mains légèrement tremblantes. Rachel tendit la main pour la soutenir. La voix d'Anna s'éleva, pas forte, mais ferme. Je ne suis pas doué pour parler, mais si je n'avais pas frappé, mon frère serait en danger. J'enveloppais Jonah de mon manteau pour le tenir chaud. Certaines nuits, je ne dormais pas juste pour le regarder respirer. Et s'il ne s'était pas arrêté ce jour-là, il n'y aurait eu personne d'autre. William ne regarda pas Anna. Il serra plus fort sa canne, les lèvres pincées sur le visage d'un homme qui avait autrefois tout perdu. Une larme coula. Le juge Carvey se pencha en arrière, retira ses lunettes et les tapota doucement sur la table, comme s'il frappait à son propre cœur. Ce tribunal examinera toutes les preuves et rendra immédiatement une décision provisoire sur la tutelle et les responsabilités des parties concernées. Le procès n'était pas encore terminé, mais la vérité, avec tous ses côtés bruts et non polis, était déjà entrée au centre de cette salle d'audience à travers la voix d'une fille qui venait d'avoir 10 ans. Parfois, c'est tout ce dont la justice a besoin. Le tribunal du comté de Waverly a accordé la tutelle temporaire à M. William Grayson pour les 2 mineurs, Anna et Jonah Whittaker. Le docteur Evelyn Morris a été suspendu indéfiniment de son droit d'exercer la médecine en raison de graves violations de la déontologie médicale et de la sécurité des patients. Brenda Chastain, autrefois embauchée comme nounou des enfants, a été condamnée à 9 mois de réadaptation sans garde pour négligence envers les enfants et préjudice moral prolongé. Le Bureau de protection de l'enfance du comté a été chargé de procéder à un examen complet de tous les dossiers en souffrance des 2 dernières années, et le directeur actuel a été temporairement suspendu pour faciliter l'enquête. À ces mots, l'atmosphère dans la salle d'audience sembla se détendre. Anna se tourna vers William, perplexe. Jonah, toujours sous assistance respiratoire, parvint à esquisser un sourire rêveur en voyant l'ours en peluche qu'il avait lâché, posé dans ses bras. William ne regarda personne. Il hocha simplement la tête, comme un homme acceptant non pas une responsabilité, mais une dette. Anna le regarda puis dit timidement, d'une voix douce comme un souffle, « Grand-père, merci. » William se tourna vers elle, le coin des lèvres tremblant. Pour la première fois, elle l'avait appelé grand-père et non plus monsieur. Dans le couloir, quelques journalistes attendaient, mais Rachel Bloom n'avait fait aucune déclaration. Ce n'était pas une victoire. C'était le début de la reconstruction de la confiance. Ce soir-là, une déclaration publique du Conseil médical de l'État a été publiée, le docteur Evelyn Morris a été officiellement suspendu de la pratique médicale en raison d'une grave faute d'éthique médicale. Un clip vidéo et des témoignages de personnel médical et de patients ont été joints comme preuve. Pendant ce temps, Dana Lowell, la personne qui a filmé la vidéo et soumis la preuve, a reçu des excuses publiques lors d'une petite cérémonie de félicitations à l'hôpital. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait, elle a simplement dit « Je n'ai rien fait de grave, je ne voulais simplement pas qu'un enfant souffre à cause d'une politique. » Dans un coin tranquille du cimetière de la ville, le père Thomas se tenait à côté d'une pierre tombale blanche sans nom, le lieu de repos de la mère d'Anna et de Jonah. À côté se trouvait un banc de pierre nouvellement placé, avec une plaque de bronze gravée, pour ceux qui sont passés par là, afin qu'ils aient un endroit où s'asseoir et rester un moment. 2 jours plus tard, après avoir suivi de près l'évolution de la situation et parlé à des témoins, Lisa Morrow, qui avait autrefois vivement critiqué William à la télévision nationale, est apparue dans une émission spéciale avec un air plus calme. Elle a regardé droit dans les yeux la caméra. J'avais tort. J'avais oublié que la loi n'existe pas pour imposer, mais pour protéger, et que parfois c'est la compassion qui réécrit la loi. William Grayson n'a pas seulement sauvé 2 enfants. Il nous a rappelé la seule chose que le système a longtemps négligée, l'humanité. Elle a baissé la tête, un geste rare en direct à la télévision. Les médias sociaux ont explosé, mais cette fois-ci pas d'indignation dans des histoires de gratitude et de changement.
La nuit tomba. William observa les deux enfants dormir dans la chambre provisoire qui était désormais la leur. Il n'était plus un homme d'affaires, plus un homme qui avait perdu. Il était simplement quelqu'un qui avait appris que parfois, pour bien faire, il faut être prêt à abandonner tout jugement et croire en la part la plus douce de chaque être humain, la compassion. Derrière lui, le passé. Devant, une petite veilleuse. À côté, Jonah tenait toujours son ours en peluche. Anna venait de ranger son carnet dans un tiroir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, William dormit paisiblement, libéré des échos du passé, seulement apaisé par la respiration régulière de deux enfants et d'un avenir qui, bien que fragile, avait bel et bien commencé. 1 an plus tard, le printemps était arrivé à Waverly. La lumière du soleil scintillait à travers les arbres en bourgeons, et l'air portait le parfum humide de la terre fraîche après les premières pluies de la saison. Dans un coin tranquille de la banlieue, la maison blanche sur la colline abritait désormais William Grayson, qui avait emménagé avec Anna et Jonah. Un lundi matin, Jonah portait une veste bleue et serrait son ours en peluche borgne familier. Il avait été admis à l'école maternelle locale, et pour son premier jour, William lui avait personnellement tenu la main jusqu'au portail de l'école. Sur le perron, William s'agenouilla à hauteur des yeux. Ses cheveux argentés reflétaient la douce lumière du soleil. « Est-ce que je reviendrai ?» demanda Jonah en levant les yeux d'une voix légèrement pâteuse. William sourit doucement. « Je pense que tu reviendras aujourd'hui avec le sourire. Pas besoin de te faire porter sur ton dos pour traverser la pente. » Anna sortit de la maison, son sac à dessin en bandoulière. Elle avait été acceptée dans le cours d'art du soir de la ville, un petit groupe calme, mais c'était le premier endroit où elle avait l'impression d'avoir une voix, même si elle n'était pas prononcée à voix haute. Son professeur, M. Whitman, a dit un jour, « Cette fille dessine de mémoire et d'une sorte de lumière que tout le monde n'a pas vue. » Un après-midi, Anna apporta un tableau dans le salon. « Pour toi, dit-elle. » William retira ses lunettes et regarda attentivement. Le tableau représentait une jeune fille blonde, Emily. Elle se tenait entre Jonah et Anna, leur tenant la main. Derrière eux, la colline et le banc de pierre. William ne trouva pas ses mots. Il prit simplement Anna dans ses bras. Elle s'immobilisa, puis posa doucement sa tête sur son épaule. Pas besoin de beaucoup de mots. Tous deux comprirent qu'une part d'Emily subsistait encore grâce au courage d'une enfant qui se tenait un jour devant la porte d'une clinique. Au même moment, Avaden, désormais rédactrice officielle de la chronique humaine de Waverly Voices, publiait un article de fond, « Il y a des héros qui ne portent pas de cape, juste de petits pieds toujours prêts à avancer, et il y a de vieilles âmes qui croyaient autrefois avoir lâché prise pour soudainement apprendre à tenir une main à nouveau. » L'article s'est largement répandu, non pas parce qu'il était sensationnel, mais parce qu'il touchait à quelque chose que nous savons tous au fond de nous, la gentillesse ne se perd pas, elle retrouve simplement son chemin. Le jour de l'inauguration du premier centre médical gratuit de la fondation Emily S. Light, William n'a pas pris la parole. Rachel Bloom l'a remplacé devant la foule. Mais à la fin de la cérémonie, Anna, vêtue d'une simple robe verte, s'est levée. Je ne sais pas dire les choses comme les adultes, mais je sais que parfois, on se demande pourquoi on sauverait un enfant sans papier. Je pense qu'on n'a pas besoin de papier. Il faut juste que quelqu'un se souvienne qu'il est une personne. Personne n'a applaudi. Ils sont restés silencieux, car certains discours n'ont pas besoin d'être applaudis, ils ont juste besoin d'être entendus. Cet après-midi-là, William se tenait seul à côté du vieux banc de pierre. À côté de lui, la plaque de laiton avait noirci avec le temps, pour ceux qui sont passés par là, il y a donc une place pour s'asseoir à nouveau. Il ne s'est pas assis. Il a simplement déposé un bouquet de fleurs sauvages et s'est éloigné vers la petite maison où deux enfants l'attendaient. Cette famille n'était pas grande, mais elle était réelle. Et là, le passé ne faisait plus mal. Le présent faisait simplement partie de la façon dont les cœurs avaient appris à devenir plus chaleureux. Peut-être que ce qui fait une société bienveillante, ce ne sont pas les grands gestes, mais le moment où quelqu'un choisit de s'arrêter, de se pencher et d'écouter un enfant. L'histoire d'Anna et Jonah ne se résume pas à une nuit froide, elle parle d'un choix, rester immobile ou avancer, juger ou comprendre. Avez-vous déjà été trop fatigué pour tendre la main? N'ayez pas peur de partager, car même dans les moments les plus simples et les plus calmes, vous pourriez être la lumière que quelqu'un d'autre recherche. Si vous avez lu jusqu'ici, n'oubliez pas de boire de l'eau et d'appliquer un peu de lotion, votre peau mérite de l'amour, tout comme votre cœur.